gestion d'identité décentralisée. Donc voilà. Et donc ici, oui, dans le use case, vous voyez, en fait, c'est sûr, vous connaissez en fait cette image-là où en fait, parfois, on est amené à utiliser par exemple des réseaux, en fait, réseaux sociaux, ou par exemple, il y a GitHub, Apple, en fait, pour se connecter à un service ou une application. Là, j'ai pris une screenshot, c'était en fait comment dire, en fait, c'était dans la doc de Google voilà, comment utiliser en fait pour le signing Google. Donc là, si on choisit par exemple la Google, on voit par exemple que en fait l'application va avoir accès à, en fait là par exemple il y avait 3 tirets, et je vais passer là sur plus de détails. Et donc ça c'est là où c'est essentiel. Il faut toujours en fait savoir à quoi en fait on donne accès en fait à ces applications. Parce que parfois, en fait, ces permissions, parfois, en fait, c'est une liste interminable. Donc, parfois, on passe vraiment assez vite. Ou on voit ça aussi quand, par exemple, on installe une application Android, par exemple, ou Apple aussi, quand on voit toutes les permissions qu'on donne à cette application. Donc là, c'est plutôt par rapport aux données personnelles. Donc, on voit par exemple là que c'est exemple app, on le donne accès à des données personnelles Google, donc j'imagine nom, prénom, tout ça. Aussi adresse Gmail. Et donc, exemple app va pouvoir aussi vendre votre âme au diable. Donc parfois, comme j'ai dit, en fait, on regarde pas trop dans les détails. Et parfois, il y a des permissions un peu cachées, ou en fait des données qui sont données à ces applications, en fait, ou ces fournisseurs. Et forcément, ils n'ont pas forcément besoin de tous ces données-là. Ouais, juste un petit autre scénario. Donc, ouais, je vais te donner un autre scénario. On voit ici, par exemple, en fait, une machine pour avoir des cigarettes. Voilà, pour avoir des cigarettes. Et forcément, selon les réglementations et la loi, on ne peut pas vendre, par exemple, des cigarettes ou l'alcool, par exemple, à des mineurs. Donc, on est obligé de vérifier l'âge de la personne à qui on la vend. Donc, en fait, là, la question, c'est comment permettre, en fait, à quelqu'un de vérifier, en fait, l'âge de manière fiable sans forcément divulguer des informations personnelles. Donc, par exemple, si on donne une carte d'identité, il n'y a pas que l'âge dedans. Il y a en fait pas mal d'informations. Il y a en fait pas mal d'informations qui sont pas forcément pertinents au cas en fait qu'on veut utiliser. Donc, dans ce cas-là, du coup, comment on peut faire? Donc là, premier truc, c'est EDAS. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de EDAS. Je sais pas si on a, non, pas beaucoup. Du coup, EDAS, c'est une réglementation européenne. Du coup, voilà, qui a en fait, là j'ai mis des tirets, donc c'est vraiment la partie européenne. Donc c'est très important du coup ça vient en fait comment dire, de la Commission européenne pour en fait faire en sorte que tous les États membres ils soient en fait interopérables entre eux. Et en fait, ça permet aussi de spécifier, par exemple, tout ce qui est signature électronique. Donc là, c'est très très important en fait pour tout le reste de ce qu'on va présenter. C'est tout basé en fait sur la partie signature électronique et donc identité, en fait tout ce qui est électronique. Donc c'est très très important. Et donc en fait, EDAS, du coup, comment on l'utilise, c'est que c'est un moyen du coup pour permettre d'identifier des individus, des particuliers, mais aussi des entités légales telles qu'elles soient. Donc pour revenir au schéma, dans ce cas-là, en fait, on utilisait EDAS. Et ouais, juste pour information aussi, côté GAIX, on utilise aussi ce qu'on appelle en fait des trust encore. Donc en fait, c'est la base de confiance. Aussi autorité de certification. Donc EDAS, en fait, c'est des certificats EDAS ou IVSSL. Vous connaissez sûrement SSL, utilisé pour du coup du HTTPS. IVSSL, c'est juste Extended Validation SSL qui permet de faire un peu plus de KYB, du coup Know Your Business, juste pour un peu reconnaître, identifier en fait personne. Et du coup, là, en fait, il y a aussi la partie donc certificat X509. C'est vraiment très très technique, mais vous avez sûrement déjà eu à faire ça sans faire attention. Et en fait, c'est juste des certificats qui sont utilisés, par exemple, comme dans les sites web. Là, je pense on sait tous que quand on se connecte à un site web, le premier truc, c'est qu'on regarde en fait en haut dans la barre de recherche qu'il y a bien en fait le petit log en fait qui est vert et que c'est bien un certificat qui est valide. Et donc en fait, du coup, ce certificat permet d'avoir en fait cette confiance, parce que forcément, si en fait on accède à un site, déjà le navigateur automatiquement, si le certificat n'est pas valide, il va popper en rouge pour dire que voilà, non, attention, c'est un site qui
qui n'est pas forcément crédible. Et donc voilà, donc en fait, ce certificat, il est émis en fait par une autorité de certification. Et aussi, ce qui est important de savoir, c'est que parfois, en fait, c'est pas forcément en fait l'autorité de certification qui donne directement le certificat, mais il y a toujours en fait des intermédiaires. Et c'est pour ça en fait que par exemple dans le dernier tiret, il y a la chaîne des certificats. Et c'est aussi ce qu'on voit dans le schéma, c'est qu'en fait l'autorité de certification elle signe pour elle-même, qu'on fait en fait confiance à cette à cette autorité de certification. Et après, en fait, elle signe en fait pour les autres certificats pour en fait certifier en fait qu'ils ont certaines en fait, par exemple identités ou certains critères en fait. Voilà, donc en fait, on sait par exemple si on est en fait au bout de la chaîne. Donc là, tout en haut, en fait, c'est que pour vérifier en fait ça, du coup, on remonte petit à petit que OK, on vérifie que la signature en fait elle est valide. Et du coup, ouais, juste pour aussi préciser, de 10 signatures, en fait, ça parle aussi de tout ce qui est paire de clés privée et publique. Donc pour vérifier la signature, forcément, en fait, c'est signé par la clé privée et du coup, on utilise la clé publique pour vérifier que la signature elle est bien valide. Donc voilà, on vérifie en fait la signature, que ça provient bien en fait de la personne qui est signée, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on atteigne en fait l'autorité de certification route. Par exemple, en fait, la clé, c'est en fait, je pense une clé RSA de taille voilà, 4096 bits, et on voit en fait le nom de l'organisation, donc GaiaX, European Association for Data and Cloud, SBL. SBL, c'est Association internationale à but non lucratif, basée à Bruxelles, en faux. Voilà, on voit aussi le nom de domaine, donc lab.gaiax.ie, voilà. Et oui, forcément, oui, les dates de validation, donc la date de validation et d'expiration. Donc ouais, pour le schéma, on revient encore au schéma, donc l'autorité de certification, elle émet le certificat. Et comme je dis, ouais, juste le cas particulier, c'est juste où parfois en fait le certificat il est auto-signé. Donc si on est en fait l'autorité de certification, elle signe en fait même le certificat. Voilà, ainsi de suite. Ouais, on vient vraiment petit à petit dans le schéma. Ce que je dis, ce schéma il était un peu grand, donc vraiment on va essayer de construire petit à petit le schéma. Et du coup, on commence là pour la partie certificat. Et du coup, après, pour le certificat, pour pouvoir en fait y accéder, il y a la partie de ce qu'on appelle Decentralized Identifier. Donc, comme le nom le dit, c'est des ID qui sont décentralisés. Et donc, c'est en fait fait sur une base de autodéclaration, c'est hébergé, donc c'est hébergé en fait sur notre domaine. Ça contient la clé publique et le certificat, donc le certificat dont on a parlé tout à l'heure, pour pouvoir vérifier en fait que c'est bien l'entité à laquelle on parle. Et ça contient aussi donc la clé publique, parce que comme j'ai dit en fait, vu que c'est tous des signatures en fait de clés en fait asymétriques, il faut utiliser en fait la clé publique pour vérifier que la signature elle est bien valide et que en fait c'est bien la personne à qui on s'attend qui a bien signé quelque chose. Il n'a pas encore arrivé à signer quoi. Et du coup, actuellement, en fait, sur DID, on utilise, en fait, il y a plusieurs méthodes. En fait, il y a pas mal de méthodes, en fait. Il y en a pas mal aussi sur la partie, tout ce qui est blockchain et tout ça. On utilise la partie web. En fait, la méthode, ça permet juste, en fait, de pouvoir résoudre ce qui est spécifié, en fait, ce qui appelle dans la spécification de DID document. Donc, le DID document, grosso modo, c'est quoi? C'est juste, en fait, ça permet déjà permet le premier truc de résoudre, en fait. Là, on voit que, par exemple, le DID, ici, dans le service que nous on appelle compliance, on utilise pour être compliant. Voilà, on voit le DID, en fait, le format DID, comment, en fait, il pointe vers, en fait, juste une URL HTTP. Parce qu'en fait, ici, on utilise un DID de web. Et voilà, juste du coup, vraiment pour montrer, en fait, un DID document, donc un exemple. Donc, grosso modo, c'est juste un JSON. Il y a une petite particularité, mais on va venir après. On va voir avec la partie contexte. Mais grosso modo ici, c'est juste en fait un JSON. On voit par exemple un ID. Et il y a la partie verification method. Donc dans la partie verification method, c'est là où on voit en fait où il y a la clé publique. Donc comme j'ai dit, c'est la clé publique, c'est là où qui permet en fait du coup de vérifier tout ce qui est signature. Il y a la partie X5E. Donc X5E, en fait, cet attribut, c'est en fait l'attribut qui permet de pointer vers là où il y a le certificat. Donc on voit là par exemple, on voit bien en fait dans cette URL, si on la réseau, on a bien un certificat X509 qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, donc en fait si on a ce document, donc on a une clé publique, on a un certificat. Du coup pour vérifier
Exactement, donc si on revient au schéma, donc on voit là en fait que le dit document, il fait juste référence au certificat qu'on a vu tout à l'heure. Pour pouvoir du coup vérifier, voilà. Donc là c'est variable credential, donc là c'est un peu vraiment le concept vraiment tout au centre. Euh, donc en fait c'est vraiment comme le nom le dit, en fait c'est une liste de données en fait qu'on signe en fait et du coup ça permet que ce soit en fait vérifiable. En fait, quand, par exemple, si on écrit juste sur un bout de papier le nom et prénom, on peut pas dire que voilà c'est une carte d'identité. Ce qui permet de dire que voilà c'est une carte d'identité, c'est parce qu'on sait en fait que c'est délivré par exemple par un gouvernement ou en fait par exemple s'il y a un passeport que en fait il y a quelque chose qui est derrière. Donc ça permet en fait de vérifier et il y a bien une carte en fait où on peut vraiment vérifier, où les autorités ils peuvent vérifier, ça provient bien d'une source de confiance et que ça n'a pas été falsifié et il n'y a pas eu en fait de altération en fait sur ces données-là. Donc en fait là voilà en fait sur ce schéma-là en fait on voit comment ça marche. Donc en gros en fait on a les verifiable credentials qui sont délivrés en fait par du coup un issuer et c'est en fait le issuer qui du coup dit par exemple que moi par exemple je sais que c'est Quentin donc je vais dire ok voilà c'est Quentin et je vais signer du coup par mon nom du coup je suis issuer dans ce cas-là de cette donnée-là et du coup, c'est Quentin qui va signer. Du coup, que moi, non, pardon. Du coup, c'est moi qui ai signé. Du coup, que lui, c'est Quentin. Du coup, moi, je suis l'issuer. Et lui, du coup, par exemple, c'est le holder de cette information que c'est son prénom. Et du coup, après, on peut vérifier, du coup, en accédant, par exemple, du coup, à toute la liste qu'on a vue tout à l'heure. Donc, si on accède au dit document, on a accès à la clé publique, donc on peut vérifier la signature, que la signature n'a pas été falsifiée, que ça provient bien de cette personne-là. Et on a accès aussi au certificat, pour dire que, voilà, c'est bien, en fait, par exemple, moi qui certifie ça. Donc voilà, et donc comme en fait en voilà, c'est là en fait où on voit que c'est vraiment décentralisé. On n'a pas forcément besoin de d'interroger en fait une entité en fait centralisée qui permet de dire que voilà, c'est qui permet de donner en fait la donnée. Là, c'est la personne elle-même qui en fait qui a en fait la propriété de ses propres données et qui sont en fait vérifiables en elle-même. Donc en fait, on a nos propres données soi-même et du coup, on peut les donner directement à la personne qui veut en fait les vérifier. Et voilà, donc ça donne plus en fait de souveraineté de données en fait parce que par exemple dans un paradigme plutôt centralisé, c'est plutôt en fait par exemple un fournisseur qui va interroger en fait une base de données centralisée quelque part et c'est là où il va pouvoir en fait extraire la donnée. Alors que là, en fait, c'est la personne elle-même, donc le holder, la personne en question qui vraiment qui présente en fait ces credentials. Et du coup là, juste aussi un exemple. Comme vous voyez, c'est aussi juste un JSON, aussi avec pas mal de données. Donc ici, j'ai mis l'exemple en fait de ce qu'on appelle legal participant ou encore legal person. Donc c'est vraiment juste, ça veut dire une entité légale. Et on voit par exemple ici que la raison sociale, GAIA-X, European Association. On a par exemple en fait ce qu'on appelle legal registration number. Ce modo, c'est juste le numéro en fait, par exemple le numéro TVA, voilà, juste pour pouvoir en fait identifier cette identité. Et on a par exemple ici l'adresse de où c'est basé en fait. Et ouais, la partie qui est plutôt importante, c'est la partie proof. Donc je vais plutôt aller sur cette partie-là. Donc la partie proof, en fait, ça contient du coup la signature. Donc dans notre cas, c'est vraiment la partie la plus importante. Et du coup là, j'ai mis en fait deux exemples parce qu'en fait, il y a juste, en fait, c'est juste deux formats différents. Le premier, c'est en fait le format où on voit en fait dans le type, c'est JSON Web Signature 2020. C'est juste en fait une spécification qui donne en fait une façon de pouvoir en fait signer ce qu'on appelle des JSON LD. Parce que j'ai pas précisé, comme je dis, il y a un petit truc JSON LD en fait qui permet de signer. Et là, c'est aussi ce qu'on appelle une signature qui est embedded, donc qui est intégrée en fait. Donc comme on a dit en fait dans le fichier tout à l'heure, en fait la signature elle est inclue en fait dans le fichier. Et donc, en fait, quand je donne, par exemple, en fait, moi, ce JSON-là, je sais qu'en fait, ces données-là, ils sont en fait vérifiables parce qu'en fait, il y a la signature tout en bas et que je sais en fait que ces données-là, en fait, ils sont plus, il y a plus de crédibilité en fait à ces données.
Voilà, la deuxième partie, c'est JWT. Ça fait sûrement entendu parler, utilisé. JWT, en fait, c'est juste aussi un autre format. Et ici, c'est plutôt la partie enveloppe. Donc, en fait, c'est comme si, en fait, on met des données, on la met dans une enveloppe et en fait, on signe le tout. Et du coup, on envoie tout ça, en fait, comme une enveloppe. Donc, en fait, on voit dans le JWT, en fait, il y a trois parties. Là, il y a, en fait, là, c'est les deux premières parties. Donc, la première partie, c'est le header. C'est là où, juste, en fait, on a des méthodes de données. Donc, par exemple, juste en fait, par exemple, les algorithmes de signature ou, en fait, voilà comment c'était signé. La partie payload, et c'est là où on a les données. Et la troisième partie, c'est juste la signature. Donc voilà, ça c'est juste en fait une autre représentation. C'est exactement le même JSON que vous avez vu tout à l'heure, mais c'est juste une représentation. Et en fait, c'est ça qui est aussi très pertinent, c'est aussi cette visualisation par rapport à un graphe. Parce que aussi, ce qui est bien, c'est que là, j'ai montré en fait un seul variable credential, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir en fait plusieurs et que en fait ils sont liés. Parce que comme on a vu en fait tout à l'heure ici, par exemple, on voit que par exemple ici dans le legal registration number, en fait ça fait référence à un ID. Et cet ID en fait il renvoie vers un autre variable credential où là en fait où il y a le détail vraiment de du coup le numéro de la boîte. Voilà, et du coup, c'est là en fait où on peut en fait avoir vraiment un graphe avec en fait un variable credential ou un VC, c'est un VC juste pour dire, où en fait il y a sur VC qui pointe vers d'autres VC et du coup ça permet vraiment d'avoir tout un graphe et de parcourir vraiment tout un graphe et ça permettrait de voir, de faire en fait ce qu'on va voir après. Oui, donc là, on revient au schéma. Donc, on revient au schéma. Du coup, on a vu tout à l'heure le DID. Donc, en fait, le DID permet en fait de vérifier le variable credential qu'on vient de voir. Donc, si juste je refais la chaîne juste un peu peut-être pour rappeler. Donc, en fait, on a le variable credential où il y a les données, ils sont signés. Et du coup, comment on vérifie ces données-là? En fait, c'est la signature qui est signée avec une paire de clés privée et publique. Et du coup, on a aussi le DID. Oui, c'est vrai que je ne vais pas montrer, mais hop, dans la proof, peut-être ici, ouais, je vous mets. Dans la proof, on voit en fait un champ qui s'appelle verification method. Et donc, c'est là où dans verification method, on fait référence au DID qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est là en fait où le DID, on peut le récupérer directement dans la partie proof. On récupère la signature. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que juste, on vérifie que la signature avec la clé publique qu'on récupère depuis le document, que c'est bon. Et dans le DID aussi, on vérifie le certificat, que c'est bon. Parce qu'en fait, juste une paire de clés, on peut générer ça juste en local, en SSL, vraiment rapidement, c'est pas le souci. Donc, ce qui permet d'avoir en fait un peu cette chaîne de confiance de ces données-là, c'est plutôt la partie donc certificat et vers le partie autorité de certification. Voilà, donc là, encore une spécification. C'est vrai qu'il y a pas mal en fait, de concepts basés sur la partie européenne, mais ça parce qu'en fait, c'est basé sur la mission de Gaia X. On va en parler après, mais c'est vraiment aussi essentiel de tout ce qui est en fait spécification européenne. Donc voilà, là c'est le EUDA Wallet, donc c'est un portefeuille un peu numérique où on peut en fait mettre ses verifiable credentials. Et donc là en fait c'est comment dire, c'est une réglementation qui est toujours en cours de spécification, qui travaille en fait sur un portefeuille numérique qui est en fait spécifié vraiment au niveau de toute en fait l'Union européenne où en fait on voit des concepts qui sont très très importants. Par exemple ici l'interopérabilité. Donc en fait ça permet en fait par exemple à des citoyens d'avoir en fait leur identité directement chez eux et du coup à pouvoir en fait accéder à des services dans n'importe quel pays et c'est en fait interopérable avec n'importe quel pays. Donc, par exemple, si j'ai en fait une identité chez moi et je veux créer en fait un compte bancaire par exemple en Belgique, je peux facilement le faire parce qu'en fait les deux wallets ils sont interopérables et les spécifications ils sont interopérables entre eux. Voilà, et ça spécifie aussi les protocoles d'échange de ces données-là et voilà. Oui, une chose très essentielle, donc ça relie un peu de scénario qu'on a vu tout à l'heure, la partie contrôle de données personnelles. Parce qu'en fait, il y a des spécifications qui sont vraiment spécifiques à cette partie-là. Donc, on a vu tout à l'heure un JWT, donc un VC JWT. Donc là, c'est juste une spécification qui s'appelle SDGWT-VC. Donc, grosso modo, c'est quoi? C'est un JWT qui a un VC, donc un Variable Credential,
Mais SD, donc ça rajoute Selective Disclosure. Ça veut dire quoi, Selective Disclosure? Ça veut dire que moi, par exemple, j'ai une carte d'identité. Donc, au lieu de donner en fait toute la carte d'identité pour prouver, par exemple, que je suis adulte, je peux en fait juste donner, par exemple, le champ de l'âge et de toujours avoir en fait tout ce système de vérification, de vérifier que cette information est toujours en fait crédible et en fait et du coup, je vais donner en fait juste en fait l'information qui est nécessaire à ce que je veux en fait. Et du coup, ça permet en fait d'avoir plus en fait, d'avoir plus de vie privée par rapport aux données personnelles, parce qu'en fait, on donne juste ce qui est utile, sans forcément divulguer en fait tous les données en fait personnelles. Voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit. Voilà, donc si on revient au schéma, donc en fait le wallet ça permet juste de stocker et de présenter, et c'est là aussi où c'est important de spécifier aussi les protocoles d'échange en fait de ces variable credentials, du coup qui fait en sorte qu'il y a l'interopérabilité, que ça peut être utilisé voilà, partout. Et là, ça fait un peu peur, ouais, je sais, ça fait un peu peur, là où il y a le schéma vraiment plein de trucs, mais il y a le petit schéma qui a raccourci un peu. Là, c'est quoi, grosso modo? C'est donc ODRL, Open Digital Writing Language. Grosso modo, c'est juste en fait un langage qui permet de spécifier en fait des contrôles d'accès et d'utilisation à une ressource telle quelle, un asset vraiment tel quel. Donc on voit en fait vraiment dans le schéma en fait qu'il y a juste des règles. En fait, il y a une policy, donc une politique d'accès, où en fait où il y a des règles. La règle, c'est quoi, grosso modo, vraiment s'il y a des permissions, des obligations et prohibitions. Donc ce que tu peux faire, ce que tu es obligé de faire, ce que tu ne peux pas faire. Et en fait, ça, du coup, ces règles-là, en fait, ils visent une action. Donc, par exemple, lecture, écriture, n'importe. Et parfois, ça peut avoir des contraintes. Par exemple, moi, je peux écrire si je suis, par exemple, juste situé en France. Voilà, et après, c'est asset, donc c'est vraiment quelles ressources je souhaite, en fait, ajouter, en fait, ces contraintes de politique d'accès. Ce serait plus facile avec peut-être un exemple. Ouais. Donc là, il y a un exemple, et encore un JSON. Et encore la partie qu'on voit tout en haut, contexte. Donc c'est aussi un JSON LD, je vais parler de JSON LD après. C'est juste link data. C'est juste link data. Et ici, donc on voit en fait un peu une policy, un petit peu par exemple offre, juste en fait pour du coup préciser. Là, une petite particularité, c'est que ça utilise un profil qu'on a créé côté Gaia. C'est juste en fait pour faire la liaison entre ODRL et Verifiable Credential. Donc c'est là où il y a la liaison en fait où on peut utiliser les Verifiable Credential comme en fait attribut. Donc il y en a peut-être d'entre vous qui ont entendu peut-être de ABAC, donc Attribute Based Access Control. En fait, du coup, là, c'est un peu pareil où on peut utiliser en fait des attributs de Variable Credential, du coup, pour créer en fait ces policies. Donc, si on revient par exemple à l'exemple encore de l'âge, c'est là où on peut peut-être par exemple définir que par exemple telle personne, elle peut par exemple utiliser par exemple en fait par exemple des cigarettes ou quelque chose comme ça en fait qui sont interdits. Si par exemple donc dans la partie action, donc ce serait par exemple utiliser, donc use, un asset ou le target, donc c'est là où on spécifie sur le quoi en fait on veut imposer ces contraintes-là. Et là, on impose par exemple dans la partie assignee. C'est qui assignee, c'est juste la personne à qui on veut assigner en fait la politique d'accès. Et là, en fait, on vise juste en fait un champ. Là, c'est juste en fait la partie left open, c'est juste en fait un JSON path, en fait, qui pour vraiment viser la partie JSON qu'on veut en fait, qu'on souhaite en fait évaluer. Il y a la partie opérateur. Opérateur, c'est vraiment juste, par exemple, égal, pas égal. Par exemple, ici, c'est is any of, donc ça veut dire que, en fait, on veut que ce soit l'une des valeurs, ces valeurs-là. Donc là, ça fait référence, en fait, à l'exemple qu'on a vu tout à l'heure de Variable Credential. En fait, on a vu, par exemple, ici, si je reviens. Donc ici, je vois par exemple que ici, donc dans le variable credential de l'entité légale, on voit par exemple qu'il y a une partie headquarter address avec country subdivision code. Et en fait, là, c'est juste en fait une norme ISO, en fait une norme ISO qui permet de définir en fait juste des régions. Donc c'est juste en fait pour pouvoir en fait spécifier là où se situe en fait l'entité légale. Si on veut en fait par exemple juste en fait faire affaire avec certaines en fait compagnies situées
Par exemple, ici, en France, donc là, FR Hauts-de-France. Donc, c'est-à-dire juste en fait dans la région Hauts-de-France ou BE, donc en Belgique, Bruxelles. Donc voilà. Là, ouais, là c'est juste en fait un outil, un wizard un peu qu'on a fait, juste en fait pour, comme c'est écrit, en fait c'est juste pour des mots et pour des époques, vraiment juste pour démontrer en fait comment ça peut marcher. Et donc là, voilà, premièrement, on a mis des exemples, j'ai dit, donc la partie legal participant, c'est exactement le même JSON-LD que j'avais tout à l'heure. Donc là, c'est juste en fait la politique en fait d'accès sur vraiment la même que vous avez vu tout à l'heure. Là, la deuxième partie, c'est en fait le consumer, ce qu'on appelle un consumer, celui qui va utiliser, il doit en fait donner ses verifiable credentials pour prouver que par exemple il est en France, Hauts-de-France ou à Bruxelles. Et là, on voit par exemple bien en fait, dans ce verifiable credential que c'est à Bruxelles. Donc voilà, on a porté le verifiable credential. Il y a la partie vérification de signature, tout ça. Là, c'est plutôt la partie intention. Qu'est-ce qu'en fait prévoit de faire avec cette ressource-là? En fait, quelle action on prévoit de faire avec cette ressource? Est-ce que c'est permis ou pas? Donc là, c'est permis parce qu'en fait, tout à l'heure, c'était play et là, en fait, l'intention, c'est aussi play. Et en fait, vu qu'en fait, la contrainte qu'on a mis au début, c'était sur Bruxelles ou Hauts-de-France, et vu que la personne qui souhaite utiliser en fait cet asset, il est aussi à Bruxelles, donc ça marche. Mais normalement, s'il y avait quelqu'un d'autre qui est par exemple en Espagne, ça ne devrait pas marcher et donc il ne devrait pas avoir accès. Et donc, si on continue sur le schéma, donc en fait, là, la partie contrôle d'accès, donc ça permet d'utiliser, en fait, d'exploiter ces verifiable credentials pour en fait créer ces politiques d'accès sur en fait ce qu'on veut, tout en étant, j'ai dit, décentralisé. Donc, vous avez vu, en fait, on a utilisé juste un verifiable credential pour donner accès à telle ou telle ressource. Donc, on n'a pas eu besoin d'identifier n'importe quelle entité centralisée pour pouvoir en fait vérifier ces claims-là. Et là, c'est donc la partie Gaelic Service Characteristics, c'est en fait le nom de working group, c'est juste en fait comment dire, un working group où il y a les membres en fait de l'association qui travaillent sur ces spécifications-là. Et donc là, c'est juste une partie en fait de spécification de l'ontologie. Donc ce que c'est l'ontologie, c'est juste en fait de comment définir le variable credential que vous avez vu tout à l'heure. Donc exactement celui que vous avez vu. Donc la partie legal person ou legal participant, où il y a en fait juste les champs, par exemple description, headquarter address, celui qu'on a vu tout à l'heure avec l'adresse de l'organisation. Et du coup, il y a par exemple plusieurs champs, voilà, adresse, opérateur, consumer, et qui sont en fait, là c'est plutôt la partie héritage, donc là c'est la partie qui peut être partie. Là en fait, c'est juste pour décrire quels sont les champs qui peuvent être utilisés, et aussi pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelque chose qui est très important, c'est la partie interopérabilité. Donc on doit avoir en fait le même langage. En fait, on doit avoir le même langage pour discuter, pour se comprendre. Si par exemple il y a quelqu'un qui met en fait, par exemple le name et un autre qui met full name, donc ça va pas forcément marcher. En fait, il faut utiliser en fait le même langage en fait pour pouvoir en fait discuter. Et donc là, c'est juste en fait la façon dont on décrit en fait cette ontologie. On utilise en fait LinkML. C'est juste là, c'est juste un YAML. En fait, on fait la description en fait un peu plus, comment dire, plus détaillée de ce qu'en fait on veut décrire sur cette classe-là. Voilà. En fait, on a choisi LinkML en fait pour une raison, parce qu'en fait, ça permet d'avoir en fait des générateurs et du coup de générer en fait plusieurs formats. Donc, premièrement, JSON-LD. Donc, JSON-LD, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est exactement le format qu'on a vu tout à l'heure dans plusieurs des cas. Donc, c'est vraiment juste un JSON avec la partie link data. Donc, c'est pas link data, c'est juste où, en fait, où on peut avoir un contexte et en fait évoquer, en fait, euh, faire en fait la liaison entre plusieurs, en fait, entre plusieurs contextes. Euh, donc, par exemple, si je reviens, par exemple, ici, oui, voilà. Dans mon contexte, on voit le premier truc, c'est ODRL. Donc, en fait, on doit pouvoir accéder à où est-ce que c'est défini, en fait, le contexte de JSON LD ODRL pour voir, OK, moi, je dois savoir c'est quoi target, c'est quoi action, c'est quoi permission. Donc, c'est là où j'accède, en fait, à ODRL. Et là, on sait, où on est d'accord, en fait, on parle bien de la partie permission de ODRL. Et donc, c'est un peu le partie aussi, une fonction de un peu comme de namespacing, un peu pour éviter d'avoir des collisions. Donc on parle bien de la même chose.
Il y a la partie GX, là c'est le contexte de Gaia X, où on récupère en fait ce qu'on appelle des shapes, vraiment juste le format en fait de ce qu'on veut définir. Donc, par exemple, tout à l'heure, la partie legal participant ou legal person, juste la partie entité légale. Donc voilà, LinkML, j'ai dit plusieurs formats, JSON-LD, WAL, Shackle. Shackle, c'est juste pour la partie validation. Et là, sur la partie CI, ceux qui veulent avoir plus de détails, c'est juste la partie CI où en fait on voit sur la partie IPFS, parce qu'on a une partie IPFS donc pour mettre ces shapes-là et les rendre accessibles. Et après, sur la partie GaiaX Registry, en fait, c'est juste un composant pour pouvoir en fait, avoir accès en fait, à ces shapes-là. Donc voilà, sur le schéma, on voit la partie ontologie. Donc ontologie, ça permet juste de décrire en fait les variable credentials. Dans notre cas, en fait, ontologie, il y a une ontologie en fait, de plusieurs choses, mais ici dans notre cas, c'est vraiment pour décrire le variable credential qu'on décrit. Voilà. Et là, finalement, on parle de Gaia. Voilà, donc comme j'ai dit, c'est un peu inverse. Donc ouais, côté GaiaX, en fait, c'est en fait notre objectif, c'est d'établir donc un écosystème de données pour en fait avoir en fait un environnement de partage de données, mais qui est de confiance. Parce que si on a des données, on peut pas les vérifier et qu'il n'y a pas moyen en fait de savoir si c'est crédible, pas trop d'intérêt. Voilà, donc l'intention c'est d'avoir, comme j'ai dit, cette partie vraiment de souveraineté de donner en fait le contrôle à la personne qui possède ces données-là, à pouvoir en fait les gérer elle-même. Les livrables, on a en fait par exemple des spécifications, on a aussi des composants techniques, mais surtout sur la partie spécification, et tout est vraiment public et tout le code est open source et vraiment aussi on encourage tout ce qui est implémentation. Tout le monde, n'importe qui peut en fait implémenter ces spécifications et utiliser en fait ces composants aussi logiciels pour voir en fait que c'est bien interopérable, que ça marche bien avec la spécification. La vision, c'est promouvoir des écosystèmes numériques décentralisés de confiance et aussi mission, donc c'est juste créer un standard de facto aligné avec les valeurs de l'Union européenne en développant un ensemble de spécifications, règles, politiques et un système de vérification. Donc voilà. Oui, donc là, c'est vraiment tout un concept, GaiaX Digital Clearinghouse. Et en fait, c'est là où en fait on déploie en fait tous nos composants logiciels qui sont déployés par nous. Donc, vous voyez, il y a la partie GaiaX Lab. Donc, on déploie. Là, on a actuellement dans les actuels, on a 3 composants. Donc, la partie compliance, registry, notary. Donc en fait, ces composants-là, donc ça permet de faire plusieurs choses. Donc par exemple, on peut parler de la partie notary. Notary en fait permet juste de vérifier par exemple que moi, comme étant entité légale, que j'ai en fait par exemple tel numéro de TVA. Et ça me donne en fait un verifiable credential. Donc en fait, c'est quelque chose de, en fait plutôt que je peux utiliser après. Et après pour la compliance, donc ça permet juste d'utiliser en fait ces verifiable credentials pour voir en fait que je suis bien à la spécification, que je l'ai bien en fait par exemple le décrit selon l'ontologie qu'on a. Il y a la partie registry où on peut par exemple récupérer en fait les chefs de l'ontologie pour pouvoir faire la validation ou encore par exemple en fait les autorités de confiance. Et comme vous voyez, en fait, c'est un peu déployé, distribué par plusieurs en fait providers. Il y a Iron Networks, Arcis, Aruba, T-Systems en Allemagne, Delta DAO, VH Cloud, vous connaissez sûrement de la région. Là. Et voilà, il y en a toujours qui sont en cours, mais pour l'instant, c'est ceux-là qui sont déployés. Et donc là, je reviens au schéma initial. Donc là, on a ajouté la partie GXTCH pour raccourcir KX Digital Clearinghouse, qui permet de délivrer, de demander aussi des verifiable credentials et qui valide en utilisant l'ontologie et qui vérifie selon l'autorité de certification si c'est bien en fait dit, ça suit bien la chaîne de confiance. Et voilà, donc grosso modo c'est ça. Merci pour votre attention.
Là, il y a juste le QR code pour voir le site de Gaïa et là, juste le LinkedIn si vous voulez ajouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et vraiment, si je parle, répondre à n'importe quelle question. Il y a des questions? Il y a des questions? Oui. Du coup, la question c'était de ça. Qu'est-ce qui est prévu après le Notary, Registry et l'autre? Qu'est-ce qui est prévu comme module de pouvoir développer pour la suite? Mhm. Oui, là actuellement, on a un module qu'on appelle CIS. C'est marrant, CIS, on l'appelait au début le projet Las Vegas, parce que CIS à Las Vegas. CIS, c'est-à-dire Credential Event Service. Au début, on l'avait fait avec Kafka, où en fait, on envoie des verifiable credentials qu'on obtient à partir de la compliance, qui dit qu'on est bien compliant avec les spécifications de Gaia X. Donc, ça permet de prouver que voilà, je suis en fait bien j'ai bien un bon certificat, par exemple EDAS ou IVSSL, je respecte bien les spécifications. Donc là, ça permet en fait un peu de publier et d'avoir en fait un peu un pub sub pour publier nos credentials, vraiment pour dire que voilà, moi j'ai un service, je vais vendre en fait ces données-là par exemple, ou de récupérer aussi en fait, et c'est aussi un composant public qui va être déployé en fait avec euh, la prochaine version. Là, c'est actuellement la version actuelle qui s'appelle Tagus, là, la prochaine version qui va déployer dans les semaines à venir. Loire, ouais. Ah, faut pas avoir peur, mais ça c'est en fait, moi, j'ai pas trop compris. C'est la partie Mhm. CI/CD. Oui. J'ai pas vraiment compris. Enfin, à quoi ça servait en fait Mhm. ici dedans. Voilà. Si jamais tu peux Oui, bien revenir sûr. un peu dessus. Oui, bien sûr. Là, ouais, très honnêtement, là, j'ai pris juste la slide d'un de mes collègues qui présentait la partie ontologie plus en détail. Et j'ai pris juste la slide vraiment pour montrer un peu comment on fait. Mais voilà, en fait, c'est surtout, en fait, moi, cette partie-là, en fait, que je voulais, en fait, montrer. Pourquoi, en fait, on utilisait LinkML. En fait, c'est juste, en fait, on a une seule source en fait sur GitLab qui est en fait en LinkML où on décrit en fait tous ces shapes-là de JSON qu'on a vu et qui peut en fait générer en fait, comme je dis, plusieurs formats. JSON LD qui permet d'avoir juste le contexte, l'ontologie pour pouvoir vraiment décrire en fait voilà, et le shackle qu'on utilise aussi dans la partie composant compliance pour valider, faire la validation un peu de ce JSON-là que c'est bon. Et après, en fait, le résultat en fait de tout ça, en fait, il passe par la partie CI pour pouvoir en fait pousser sur un composant qu'on a rajouté en fait dans la dernière version. C'était pas compris dans la première version, donc c'est pas actuellement déployé, mais qui va être déployé du coup très prochainement avec un composant IPFS Pinning Service. Donc IPFS, oui, c'est Interplanetary File System. C'est en fait un moyen juste en fait pour nous parce qu'avant on avait grosso modo en fait dans la registry, c'était en fait une API. Derrière il y avait juste un MongoDB, juste une base de données. En fait on avait la partie shape, donc, donc tout ce qui est shape, JSON LD et tout ce qui est ontologie. Et on avait la partie aussi, comme je dis, la partie autorité de certification. Là, pour en fait avoir plus ce paradigme de décentraliser plutôt que d'avoir en fait une base de données et d'avoir en fait quelque chose aussi qui est plus résilient, vu qu'en fait on a aussi en fait la partie IPFS qui est déployée par tous les providers. Donc ça veut dire en fait que ces ressources-là, ils sont en fait accessibles en fait par rapport à tous ces providers-là. Et voilà, donc c'est juste poussé en fait par le pinning service et c'est aussi, on utilise aussi un OctoDNS pour en fait mettre à jour en fait les entrées DNS de chaque en fait ressource pour que ce soit en fait accessible. Et voilà, on utilise juste un W3 ID en fait juste pour pouvoir accéder aussi à l'ontologie. Donc c'est juste en fait un process juste pour montrer en fait de comment en fait on pousse cette partie-là. En fait c'est juste la partie qui est pas forcément très courante en fait d'avoir en fait, ce schéma-là de commencer en fait en LinkML, tab CI, IPFS. C'est pour ça en fait je voulais. Après les autres CI c'est un peu très classique, c'est pour ça. Voilà. Je sais pas si c'était clair, plus clair. Ouais, bien sûr.
Après, s'il y a besoin vraiment de plus de détails, j'ai mis là le LinkedIn où vous avez aussi le site. Vous avez plus de ressources. On a aussi un call hebdomadaire. On organise pas mal d'événements aussi qui sont vraiment gratuits pour y accéder, où vraiment on parle pas mal de présentations. Donc là, par exemple, là, prochainement, on aura le 14 et le 15, ouais, le 14 et le 15 novembre, on aura le GAIX Summit à Helsinki, où on va avoir pas mal de présentations, plus techniques, mais aussi sur la partie par rapport à nos membres. Et, comme je dis, si besoin vraiment de plus de détails, n'hésitez pas à vraiment m'ajouter. Je peux vous envoyer tous les liens, tout ce qui est ou de réexpliquer parce que je vois que ça fait pas mal d'informations en un bout de temps, c'est pas forcément ça. Et ben, en tout cas, merci Yassir, bravo à toi. Merci. Salut. Bon, en tout cas, encore un grand merci Yassir. Merci. Écoutez, forcément, Mm, mm, tu as eu la tech, la promesse c'est la suite, c'est la bière.
Donc, bah, écoutez, je vous invite toutes et tous à une petite dégustation avec nos partenaires de ce soir. Donc, vous savez, le prestataire de la famille, tout ce qui va être manger et boire. On aura donc la brasserie Célestin